Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans votre brassage. Hassiba qui nous accompagne à la technique aujourd'hui, au studio Soraya Reslen et Varso Mifundu pour un brassage hebdomadaire. Aujourd'hui, il sera question d'une balade dans l'histoire des reines, des rois, des pharaons, des pharaones, des prêtres et des prêtresses. Des dynasties et une Égypte qui marque l'histoire. La semaine dernière, nous avons visité le grand musée d'Égypte, le musée pharaonique. Nous avons parlé de son inauguration, Soraya. Et grâce à vous, nous avons pu découvrir des œuvres qu'on ne connaissait pas de cette grande histoire de l'art universel. Vous l'avez bien dit, la semaine écoulée, on était en pleine immersion dans le musée du Nil. Et aujourd'hui, on embarque pour une autre aventure. Une belle aventure en compagnie de Varso Mifundu aussi. Parfaitement, bien sûr, avec notre ami Varso qui est de retour parmi nous et qui va nous faire vivre un petit peu l'âge d'or de ces reines qui ont vraiment façonné l'histoire de l'Égypte antique. Bonjour Varso, bienvenue dans cette aventure. Merci, c'est très chaleureux d'ailleurs de participer pour moi pour la première émission. J'ai raté la précédente, mais j'ai eu un plaisir de l'écouter et surtout de comprendre l'impact que l'Égypte a eu sur le monde. Exactement. Alors vous parlez des reines, des pharaones, des prêtresses. C'était des épouses de rois, de pharaons, ou c'était des reines confirmées, c'est-à-dire des femmes qui prenaient la responsabilité de gérer toute une nation durant une dynastie? Alors vous venez de le dire justement, quand on parle de ces femmes qui ont régné durant l'époque de l'Égypte antique, on prend l'exemple de la reine Nefertiti. Jusqu'à présent, les chercheurs, les archéologues et tout se posent la question quel a été le pouvoir de cette reine. Le débat refait surface et on se pose maintes questions par rapport à l'impact du règne de cette femme. Quand on parle de l'Égypte antique, on cite souvent des Ramsès, Toutankhamon, Akhenaton, mais on oublie souvent que certaines figures des plus puissantes justement étaient aussi des femmes. Il y avait des femmes. Exactement. Lorsqu'on parle de l'Égypte ancienne, on pense automatiquement aux pyramides, aux pharaons et aux dieux immortels. L'histoire du Nil, vous l'avez sans doute remarqué, qu'on revient toujours à l'histoire du Nil. Ah oui, l'Égypte antique, c'est le Nil. Alors, on ne dit plus l'Égypte antique parce que l'Antiquité, selon le découpage historique européen, est située juste avant le Moyen-Âge et après l'invention de l'écriture par les Sumériens. Donc, l'histoire qui débute pour l'humanité. On dira l'Égypte pharaonique, parce que l'Antiquité, c'est plus tard, avec les Grecs, les Romains, et puis ce qui s'est passé en Europe, l'âge sombre de l'Europe, pendant que l'Afrique était à son âge d'or. En plein apogée. Disons, on ramène l'église au centre du village, comme on dit. L'Afrique, en premier lieu, est à la fois le berceau de la plus ancienne civilisation du monde. Oui. Et quand on entre, par exemple, dans un musée pharaonique en Égypte, on regarde pas seulement des statues, on regarde des civilisations qui ont compris le temps, le pouvoir, la science et l'équilibre du monde bien avant nous aujourd'hui. C'est ce qui est vraiment un petit peu paradoxal, c'est que pendant justement les années un petit peu sombres de l'histoire de l'Europe, le continent africain et le monde arabe, avec les découvertes, c'était l'âge d'or, l'âge d'or du continent africain, avec ses royaumes, ses reines, ses dynasties. Jusqu'en 1884. On parle justement de cette civilisation, de ces reines qui ont fait l'histoire de l'Égypte. Il faut savoir que l'Égypte ancienne n'était pas seulement l'histoire des pharaons hommes. Elle est aussi l'histoire des femmes puissantes, visionnaires, stratèges qui ont dirigé des plus grands empires de l'humanité qui est connue. Et aujourd'hui, eh bien, l'Afrique entre une révolution, disons celle de la technologie, qui redéfinit le pouvoir de la connaissance et la souveraineté. Entre ces deux mondes, il y a un fil conducteur, le contrôle du savoir. Eh bien, l'Afrique
n'a jamais été en marge de l'histoire. Elle a donné au monde des civilisations, des sciences, des systèmes politiques. Et aujourd'hui, elle commence justement à façonner le futur dans ce sens-là. L'histoire de l'Égypte, c'est la voix de ces femmes qui ont carrément façonné un petit peu l'histoire. Ces femmes puissantes et visionnaires. Alors ces reines dont les noms ont traversé un petit peu le temps, voire même des siècles, comme vous venez de le dire, à l'exemple de Néfertiti et Cléopâtre. Au cœur de cette civilisation, c'est que ces reines ont régné avec beaucoup de grâce et puissance et laissant justement une empreinte indélébile dans les annales de l'histoire. Et justement, à travers ce numéro qui leur est consacré aujourd'hui, à travers notre ami Varso qui va également évoquer le règne de Cléopâtre, nous allons un petit peu plonger dans l'histoire fascinante de ces femmes exceptionnelles qui ont mis leur empreinte, leur beauté, leur sagesse. Alors laissez-moi, chers auditeurs d'Ifriqiya FM, vous transporter dans ce voyage captivant à travers le temps où les légendes, tenez-vous bien, alors on va demander à Hasiba de nous mettre un fond. Hein, pour agrémenter. Agrémenter, carrément, c'est la radio, c'est des images qui s'écoutent, hein, selon vos propos, les Exactement. Alors justement, où les légendes prennent vie, là où toutes les femmes règnent en puissantes reines. Lorsqu'on évoque, bien sûr, les reines légendaires de l'Égypte, pharaonique, pas antique, on pense automatiquement à Néfertiti. Ce qui est extraordinaire chez Néfertiti, c'était sa beauté légendaire Nérimène, cette reine légendaire dont le nom signifie littéralement « la belle est venue ». Ça, c'est pour l'histoire. Hein. Elle est considérée comme la plus belle femme de l'Antiquité. Il est l'un des symboles les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Alors, nuance, c'était pas une pharaone, hein, c'était une reine. Une reine, on le précise bien. Voilà. Tous les écrits qu'on a eu à voir et à faire des recherches par rapport au portrait de cette grande figure, c'est une reine. Son buste, qui incarne justement, on le voit à travers les bijoux. Pas en Égypte. Pas en Égypte. Eh oui. Vous savez, en plus, ce qui est un petit peu extraordinaire pour l'anecdote, on ne sait même pas où se trouve la sépulture de Néfertiti. Actuellement, le grand mystère n'est pas percé. On ne sait pas où est enterré Néfertiti. Donc la recherche continue. Continue actuellement. Et par rapport à Néfertiti, cette grande épouse royale, elle a toujours été glorifiée pour sa beauté, mais en général, les chercheurs et les égyptologues s'intéressent à un autre aspect nérimène de sa vie. Il s'agit de sa capacité à tirer les ficelles du pouvoir. Il semblerait qu'elle ait un grand pouvoir durant ce règne-là. Mais là, tout est à vérifier. Hein. C'est pas où on peut affirmer ni infirmer. Là, toute la problématique. On sait que Néfertiti, quand même, avait un pouvoir durant ce règne-là. Je voudrais bien que Varso Mifundu aussi nous enrichisse. Alors, quand on va parler de Néfertiti, je citerai par exemple le prénom de Hatshepsut. Elle a régné pendant 22 ans. Il y a une petite nuance, 20 ans, 22 ans, mais ça reste toujours 2 décennies quand même. C'était l'épouse d'Amon-Ra. Exactement. Elle se fait même représenter avec une barbe pour imposer justement son autorité dans un monde masculin. Elle dirige l'Égypte pendant 20 à 22 ans, entre autres. Eh bien, développer le commerce, l'architecture, la diplomatie. Elle fait bâtir justement l'un des plus beaux temples de l'histoire à Deir el-Bahri aujourd'hui. C'est pour vous dire que ces femmes également ont contribué. Il y a eu Néferu Sobek. Oui. C'était la première pharaone. Hatshepsut, c'était la deuxième, exactement. Après, il y a eu Meritaton, la fille d'Akhenaton. Oui. C'est Amenophis IV. On le retrouve aussi dans les récits bibliques et dans le Coran. Amenophis IV, c'est le pharaon qui avait accueilli Youssef, et qui est devenu monothéiste malgré lui après les enseignements de Joseph. Bon, ça c'est un autre chapitre. J'aimerais retourner sur l'histoire justement de Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Quand on parle de Cléopâtre, l'histoire populaire aujourd'hui aime réduire son image à la séduction, mais en réalité, Cléopâtre fut avant tout l'une des dirigeantes les plus stratèges de cette époque pharaonique. C'était la dernière. Exactement. Elle règne sur l'Égypte entre 51 et 30 avant l'ère chrétienne, dans une période extrêmement instable. L'Empire romain est en pleine expansion et l'Égypte est la clé économique du monde méditerranéen. C'est justement le grenier à blé de Rome. Donc, autrement dit, celui qui contrôle l'Égypte
contre la survie des millions de personnes. Eh bien, à cette époque, c'est Cléopâtre qui règne sur l'Égypte. Elle comprend cela mieux que quiconque. Elle parle au moins 9 langues, dont le grec, l'égyptien ancien, le latin et plusieurs langues africaines et orientales. C'est la première souveraine de la dynastie ptoléméaïque, si j'ai bien prononcé, à parler réellement la langue du peuple égyptien. Et en plus, une belle histoire d'amour avec César. Exactement. Elle ne gouverne pas comme une étrangère, elle se présente comme une pharaon africaine légitime, héritière d'Isis. Et sur le plan politique, elle joue une partie d'échecs géopolitiques avec les plus grands des hommes de Rome, Jules César, Marc-Antoine. Oui. Exactement. Contrairement au récit à Simplicis, Cléopâtre ne subit pas ces alliances. Elle les négocie. Donc, pour protéger l'indépendance de l'Égypte face à l'impérialisme romain, elle utilise la diplomatie, l'économie, le symbolisme, justement le symbolique religieux, pour maintenir son royaume comme un pivot entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Oui. Donc, sous son règne, l'Égypte reste une puissance économique majeure. Et Cléopâtre qui est en danger, l'histoire du serpent. Concernant cette histoire, il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessus, parce que après que ça a poussé un peu à la chute de son règne en 30 avant l'ère chrétienne, donc qui marque en réalité la fin de l'indépendance de l'Égypte et son passage sous domination romaine, malheureusement. Donc elle se suicide avec le poison du serpent. Je viens d'écouter Varso par rapport au portrait dressé par notre ami concernant Cléopâtre. Et si on essaie de faire une comparaison entre les deux reines, entre Cléopâtre et Néfertiti, pour Néfertiti par exemple, il y a beaucoup d'ambiguïté. Vous voyez, quand on écoute les propos de Varso, on voit qu'à travers son parcours, elle avait un parcours politique, gouverné pendant ce temps-là. Quand même, elle avait un grand impact et elle a marqué de son temps l'Égypte par rapport à Néfertiti, parce que lorsque les chercheurs ont essayé de découvrir un petit peu certaines archives de la vie de Néfertiti, en comparaison avec Cléopâtre, on se rend compte que ces archives sont plus ou moins fragmentées. Par exemple, pour Néfertiti, on ne connaît ni sa date de naissance, ni celle de son décès. Et là, il y a un grand travail d'historien qui est en train de se faire. On sait une seule chose, c'est que la reine Néfertiti, elle a grandi au sein de la cour royale égyptienne, sans jamais revendiquer de lignée. Vous voyez ? Son enfance a été très privilégiée parce qu'elle a été entourée de splendeur et des rituels du long règne d'Amenhotep III, si je prononce bien. Et sous le règne de ce dernier, l'Égypte connaît une apogée, fortune et stabilité. Et Néfertiti épouse, pour l'histoire, l'héritier du trône à l'adolescence. Et ainsi, Néfertiti, cette grande reine, deviendra grande épouse royale 4 ans plus tard. Mais le mystère qui se pose actuellement, c'est que on ne connaît pas, je vous l'avais dit tout à l'heure au début de l'émission, on ne connaît pas où se trouve la sépulture de Néfertiti. Les dernières... Mais on sait qu'au musée de Turin, il y a 300 bustes, ou beaucoup plus, qui sont conservés. Bon, c'est le résultat de recels et de spoliations faramineuses de la fameuse époque. Dernièrement, la Belgique et le Canada se sont associés dans une grande opération pour l'exposition de ces bustes de reines et de pharaons qui devraient retourner aujourd'hui dans le grand musée d'Égypte. On en avait parlé justement précédemment dans l'émission avec beaucoup de larmes. Avec beaucoup de larmes, justement. Et il faut reconnaître que la gloire de Néfertiti a refait surface exactement le 6 décembre 1912 lorsque l'archéologue allemand Ludwig Borchardt a découvert son buste à son effigie dans les ruines d'Abarna. Il me semble que le buste est au musée de Berlin. C'est vous dire un petit peu tout le mystère qui entoure cette reine Néfertiti par rapport à la reine Cléopâtre. Il y a beaucoup de mystères qui entourent la vie de cette reine. Cette grande civilisation qu'est la civilisation des pharaons a rayonné sur le monde parce que pendant que certaines régions de la planète vivaient encore leur préhistoire, faut le dire, cette civilisation et celle des Sumériens étaient presque à leur apogée. Qu'est-ce qui a conduit à leur décadence, à leur déclin? Moi, je pense à l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui va nous conduire aussi à un déclin certain. Est-ce que ce phénomène, ou quelque chose de similaire, à force de technologie à cette époque, parce qu'on voit qu'il y a
a une forme de technologie qui était développée oui. chez les pharaons. À force de technologie, ces civilisations sumériennes ou pharaoniques ont décliné d'un seul coup. Alors selon vous, Naïma, justement la question qui se pose actuellement par rapport à l'intelligence artificielle, c'est le nouveau concept qui est en train actuellement de défrayer la chronique, parce que maintenant, dans la société, quand même à travers tous ces siècles qui se sont succédés, on voit quand même l'intelligence artificielle peut être considérée comme un atout majeur un petit peu de tout ce qui peut être moderne et tout. Peut-être quelque part l'intelligence artificielle peut contribuer à relancer ces fouilles archéologiques, parce que les méthodes qui ça c'est le bon côté. C'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que vous, Varso et moi, on n'existera plus. Ça sera des C'est nos petits-enfants qui vont rester justement, qui peut-être vont nous envoyer des ondes positives pour savoir le monde comment il est. Mais moi, j'aimerais juste savoir, avant de rebondir sur l'intelligence artificielle, nous avons parlé tout à l'heure des reines, de ces femmes qui gouvernaient avec une vision, l'équilibre entre le pouvoir, la nature, peuple et cosmos. Eh bien, dans la pensée égyptienne, on appelait cela le Ma, qui est l'ordre, la justice et l'harmonie. Quand le Ma disparaît, la civilisation décline. Est-ce que nous, avec l'actualité de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, le monde est gouverné non plus par des trônes, mais par des algorithmes? Est-ce qu'on va rester ou encore on va faire la même erreur que ce qu'ont pu faire nos aïeux? L'histoire ou encore le passé doit nous servir de socle, de repère pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'hier. L'intelligence artificielle aujourd'hui, en parlant du bon côté, contrôle l'économie, la sécurité, l'information, la santé, les élections aussi, et même la culture. Alors, l'Afrique est-elle spectatrice dans cette avancée de la technologie? Oh, il faut dire que l'Afrique est en avance. Il y a des incubateurs, d'une part. D'autre part, il y a une jeunesse aussi en Afrique qui fait un grand travail quant à cette technologie, son développement et l'utilisation. Il y a eu une rencontre autour de l'intelligence artificielle, une rencontre de la jeunesse internationale. Tous les jeunes se sont exprimés et de très belles choses sont faites. C'est un club international. Se sont unis pour utiliser le meilleur de cette intelligence artificielle. Exactement. Le Sénégal, je sais qu'ils sont en train d'œuvrer dans ce sens et beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, oui, le Cameroun. Aujourd'hui, les pays africains développent justement leurs propres solutions en termes d'IA. Il y a le Nigeria qui a l'IA pour détecter des fraudes bancaires, par exemple. Le Kenya qui utilise l'IA pour l'agriculture intelligente. Il y a le Rwanda qui utilise justement des drones médicaux et hôpitaux connectés. Donc justement, c'est grâce à l'IA. Et l'Afrique du Sud qui a des centres de recherche en robotique et data science. Eh bien, il est vrai que l'enjeu est là. Et qui contrôle justement les données africaines, c'est ça aussi la question. C'est ce qui nous emmène à écouter Taoufik Djelassi, le sous-directeur de la communication et de l'information à l'UNESCO. Une petite minute pour tout comprendre de cette intelligence artificielle, de son utilisation par la jeunesse de notre continent, l'Afrique. L'Afrique ne peut pas utiliser une intelligence artificielle basée sur des valeurs qui ne sont pas celles de l'Afrique, développée avec les langues qui ne sont pas pratiquées à travers l'Afrique et selon des cadres et des concepts qui sont étrangers à l'Afrique. On a fait une étude de besoins en Afrique il y a 3 ans maintenant pour dire quels sont vos besoins en termes d'intelligence artificielle. Le premier besoin qui a résulté de cette étude, c'était le développement des capacités. Et donc là, on a conçu une formation en ligne pour les fonctionnaires, une formation axée sur l'intelligence artificielle et la transformation numérique dans le secteur public. L'UNESCO s'est engagé déjà à former 15 000 fonctionnaires de l'administration publique en Afrique pendant les 2 prochaines années. Voilà, c'était Taoufik Djelassi, ça rejoint exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Varso.
Alors, il faudrait peut-être ajouter autre chose, si vous permettez, Nerimen, par rapport aux exemples que vient de citer Varso. Certains pays comme le Rwanda, le Nigeria, n'en pense-t-on justement, l'Algérie également a enregistré un grand nombre de progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle. On le voit à travers tous les incubateurs qui sont au niveau d'Alger, au niveau déjà de Sidi Abdallah, le nombre de prototypes de projets qui ont été lancés par de jeunes chercheurs algériens. Et on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, le nombre des startups qui ont augmenté par rapport à l'impact de cette intelligence artificielle qui est utilisée à bon escient. On l'a vu à travers tous les concours qui ont été remportés par de jeunes startups justement dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine des mathématiques, et on voit que l'Algérie est pionnière dans ce domaine, puisque pas mal d'étudiants algériens, de chercheurs algériens ont obtenu des prix prestigieux. Vous voyez toute la question. Et là, aujourd'hui, la question qui se pose, l'intelligence artificielle est-elle une bénédiction ou un fléau pour la société? Avec tous ces risques. Avec tous ces risques. L'émission a une durée de 26 minutes, Soraya Varso. On se plaît vraiment dans ce studio. Exactement. On va clore le débat. Est-ce qu'on peut dire que depuis la nuit des temps, il y a une dent un peu contre la femme, quoi? Je le dis pas en tant que femme, mais je le dis quand on voit que Hatshepsut s'habille en homme pour se faire accepter, ça fait un peu... Sans pour autant être féministe, quand non, même... non, je ne suis pas du tout, hein, vous me regardez comme ça. Je suis humaniste. Je ne pense pas humaniste. Je sais que vous n'êtes pas du tout féministe, loin de cela. Mais on se rend compte quand même, à travers ces différents récits, que toutes ces reines, ces femmes avant tout, ont exercé un grand pouvoir, Nerimen. Oui. C'est ça qui est extraordinaire de relever. Et Vassou, justement, à travers son écrit de la reine Cléopâtre, quand même, qui a régné durant toute cette période-là, et qui était obligée de se vêtir en homme pour essayer d'avoir une notoriété importante, c'est dire un petit peu que ces femmes ont eu un grand rôle à jouer dans différents domaines. C'est très très important. Et même si aujourd'hui beaucoup de mystères entourent toutes ces femmes, n'empêche qu'elles ont régné, elles ont façonné l'histoire. Ça c'est extraordinaire. Varso. Moi, j'aimerais bien faire le lien, puisque nous avons quitté des reines vers l'intelligence artificielle, des reines du Nil aux ingénieurs du numérique. Eh bien, l'Afrique a été un continent de vision, de pouvoir, d'innovation. L'Égypte nous rappelle que l'Afrique a su diriger le monde. L'intelligence artificielle nous rappelle qu'elle peut encore le surprendre. Donc, le passé nous donne la fierté, le futur nous donne la responsabilité. Et on va se quitter sur cette note. Merci beaucoup, Varso. Merci, Soraya. Merci pour cet entretien. C'était Brassage, un brassage autour de l'Égypte pharaonique, autour de l'intelligence artificielle. Merci de nous avoir écoutés. Soraya, Varso. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Tous ensemble. Et n'oubliez surtout pas qu'Ifriqiya FM, c'est la voix africaine.